La Facture, émission 606. Aujourd'hui, une maladie qui touche 1 million de Canadiens n'existe pas pour le gouvernement du Québec. Un expert en pyrite qui produit de faux rapports. Aussi, méfiez-vous des allées simples, ils peuvent vous laisser tomber. Bonsoir, bienvenue à La Facture sur le site de Montréal en Lumière. L'histoire que vous allez voir à l'instant est particulière, très particulière. C'est la vie d'une femme qui est atteinte d'une maladie dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Et il y a une raison pour cela. Cette maladie n'existe pas, en tout cas pas au Québec. Et pourtant, 1 million de Canadiens en seraient atteints, ce qui fait plus de 200 000 personnes au Québec. Allons-nous les aider ou pas? Imaginez que tout ce qui vous entoure vous rende malade. Beaucoup de souffrance, là, empilée. Une maladie controversée. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on a fait passer pendant un certain nombre d'années ces gens-là un peu comme étant des fous. Imaginez qu'on vous soigne ou pas selon votre adresse. Maintenant, arrêtez d'imaginer et regardez l'histoire d'Estelle. Estelle Servanin, 38 ans, souffre de fatigue chronique et de fibromyalgie. Elle ne peut pas travailler et bénéficie donc de l'aide sociale. Elle sort rarement. Pour elle, l'environnement est devenu un danger. C'est qu'en plus, elle a reçu un diagnostic d'hypersensibilité environnementale. Ça augmente rapidement, c'est sévère. À ce stade-ci, ça me laisse plus beaucoup de chance, là. Ça me laisse plus grand-chose comme qualité de vie. Les hypersensibles environnementaux réagissent négativement à des contaminants de toutes sortes. Moisissures, parfums, produits chimiques, cigarettes et rayonnements électromagnétiques. Ils développent des symptômes à un niveau d'exposition qui ne provoque aucune réaction chez la plupart des gens. Estelle Servanin est un cas extrême. Il y a comme une escalade d'outils thérapeutiques, de médications, de toutes sortes de choses qui s'empilent pour essayer de compenser ces symptômes-là, en y parvenant avec un certain succès, mais dans la mesure où je continue à être exposée, je suis de plus en plus malade quand même. Elle souffre de multiples symptômes, migraines, insomnie, maux de ventre, problèmes respiratoires, entre autres. Le seul traitement vraiment efficace, c'est d'éviter d'être en contact avec les substances nuisibles. Alors, de manière artisanale, elle s'est fabriqué une sorte d'abri dans sa chambre. Son fils vient parfois la voir, sinon elle vit seule, recluse. Actuellement, rien ne l'aide réellement, sauf son oxygène. Et ce n'est pas suffisant. Dans la vie quotidienne, ça se traduit pour moi, parce que je suis malade à ce point-là, c'est d'être alitée la plupart du temps, presque tout le temps en fait. Comme il n'y a pas de test précis pour diagnostiquer cette maladie, elle est controversée. L'Organisation mondiale de la santé ne la reconnaît pas. Pourtant, 2 médecins spécialistes ont prescrit à Estelle Servanin un purificateur d'air pour contrer les polluants chimiques, une peinture sur les murs, ainsi qu'un lit, matelas et rideaux spéciaux pour éviter les champs électromagnétiques. Louis-Jacques, médecin à la direction de la santé publique, est l'un d'eux. Les équipements qui ont été proposés visaient effectivement à minimiser l'exposition. Et chez un certain nombre de patients, effectivement, on a observé que la réduction importante de l'exposition avait complètement fait disparaître ces problèmes de santé-là. Même si les équipements requis d'une valeur de 9 000 $ sont prescrits par 2 médecins, on les lui refuse. Pourquoi? Parce que le Québec ne reconnaît pas cette maladie. Léo Bolduc est en charge du dossier d'Estelle Servanin au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. C'est une pathologie qui n'est pas reconnue et selon le service d'évaluation médicale, une pathologie non reconnue, on ne peut pas payer des équipements pour cette pathologie-là. Est-ce que l'hypersensibilité environnementale, ça existe comme maladie? Bien, clairement, ça existe. Il y a plusieurs patients qui se présentent avec des manifestations que l'on appelle l'hypersensibilité environnementale.
En général, les symptômes sont multiples, ils touchent plusieurs systèmes. Donc, ça touche le système nerveux, ça peut toucher les voies respiratoires, ça peut toucher la peau, le système digestif. Pour le Québec, cette maladie n'existe pas. Mais plus d'1 million de Canadiens ont reçu ce diagnostic et ils en souffrent à divers degrés. En plus, elle est reconnue et traitée en Nouvelle-Écosse et en Ontario. À Halifax, on est précurseur. Depuis 21 ans, une clinique médicale traite exclusivement des malades atteints d'hypersensibilité environnementale. 10 % d'entre eux viennent des autres provinces. Les patients s'y font soigner gratuitement par des équipes multidisciplinaires composées de médecins, nutritionnistes, psychologues et infirmières. C'est reconnu ailleurs au Canada. Et donc, c'est comme si on franchit la frontière. On a une vraie maladie, on la repasse, et puis non, cette maladie-là n'existe pas. Estelle se bat sur tous les fronts, non seulement contre l'environnement, mais aussi contre le gouvernement. Sa demande d'équipement est rendue sur le bureau du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. La réponse, un non catégorique. Est-ce que vous comprenez qu'on vous refuse des traitements médicaux? Non, parce que c'est comme si on me disait, toi, t'as moins le droit à la vie que les autres. Étonnamment, même si on ne reconnaît pas cette maladie, le Québec rembourse une première visite à la clinique environnementale de la Nouvelle-Écosse. Et le ministère de l'Éducation a donné 100 000 $ pour la création de ce site Internet d'information sur l'hypersensibilité environnementale. Il y a une incohérence là-dedans, il y a un double discours, une hypocrisie aussi. Le seul qui peut reconnaître cette maladie, c'est le ministre de la Santé. Mais impossible de savoir ce qu'il en pense, car non seulement Gaétan Barrette a refusé notre demande d'entrevue, mais personne du ministère n'a répondu à nos questions. Il y a des organismes qui ont clairement dit que ce syndrome-là n'existait pas. Et j'imagine qu'on craint pour le fait que ça va devenir monnaie courante de faire ce genre de demande-là. Il n'y a absolument rien de prévu pour pouvoir prendre en charge quelqu'un comme moi. Ça coûterait tellement plus cher que de pouvoir me permettre de conserver mon autonomie à la maison. Mais cette maladie a un allié juridique. La Charte canadienne des droits et libertés reconnaît l'hypersensibilité environnementale comme un handicap depuis 2007. Michel Bélanger est avocat, expert en environnement. J'ai été surpris de la quantité de jugements qu'on peut retrouver en matière de lésions professionnelles. On reconnaît en matière de relations de travail qu'une personne, un travailleur qui est exposé à un agent chimique qui le rend hypersensible par après est une maladie professionnelle. C'est devant les tribunaux que la lutte d'Estelle Servanin va se poursuivre. Elle a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne du Québec. Ça va faire boule de neige, ça va être un précédent qui risque de faire jurisprudence et qui va obliger le gouvernement à adopter ou à adapter certains services. Surtout, particulièrement lorsque ces services-là existent déjà dans d'autres provinces, ça va devenir très gênant de ne pas l'avoir au Québec. Imaginez que tout ce qui vous entoure vous rende malade. Imaginez que vous ne receviez pas les traitements requis. Estelle, elle, imagine parfois se porter mieux. Moi, j'aime beaucoup bouger, j'aime beaucoup danser, puis souvent, je danse dans ma tête parce que je peux pas le faire. La semaine dernière, le ministère de la Santé a lui aussi dit non à Estelle Servanin. On ne lui paiera pas les équipements qui pourraient lui rendre la vie plus vivable. Et la raison évoquée est toujours la même, cette maladie n'est pas reconnue au Québec. Mais la Commission des droits de la personne, elle, a accepté d'étudier la plainte de Mme Servanin. Pour toutes les personnes atteintes de cette maladie, c'est peut-être le début d'un temps nouveau. Après la pause, de faux tests de pyrite. Et il a mis la sonde dans le trou ici, sur la terre, et il m'a dit qu'il n'y avait pas de pyrite. Il vous a vraiment dit ça? Ça veut absolument rien dire. Il y a bien des façons d'arnaquer les gens, mais ce que vous allez voir à l'instant est plutôt spécial, pour dire le moins. On vous a souvent parlé à l'émission de la pyrite, cette pierre de remblai qui fait éclater les fondations des maisons parce qu'elle gonfle sous l'effet de l'humidité. Bien sûr, si vous êtes dans une zone à risque, vous voulez savoir.
Eh bien, imaginez-vous que quelqu'un a décidé de miser sur cette inquiétude pour faire une pièce de façon très douteuse. Je me sentais vraiment mal à l'aise. Un homme vient de sortir de chez Louise Chagnon. Je n'ai rien fait de mal. Il y a des indices de présence de contamination. Mais Louise Chagnon a des doutes. J'ai compris à quel point ce monsieur était très manipulateur. Elle a surtout compris qu'un test de pyrite ne peut être fait n'importe comment, par n'importe qui. Vous allez me montrer dans la télé, vous allez dire « Voilà, on l'a pogné ». Louise Chagnon est une propriétaire de Longueuil. En 2014, elle veut vendre sa maison. Entretenir une maison, évidemment, pour une femme seule, c'est beaucoup. Et si je veux garder ma santé, je me suis rendu compte qu'il me fallait en faire un petit peu moins. Sa maison est située en Montérégie, une zone à risque pour la pyrite. Son courtier immobilier lui recommande d'effectuer un test de pyrite avant la vente. Pour moi, c'était important de vendre une maison là, en bonne et due forme. Elle contacte une compagnie de Sherbrooke, le groupe GER Environnement. Un homme du nom de Joseph Regragui se présente chez elle. C'est un monsieur très courtois, mais moi, le test de pyrite, je ne suis pas tellement au courant. Je l'ai laissé procéder à son travail. Joseph ou Youssef Regragui n'est pas qu'un simple employé. Il est le président de la compagnie. Il se dit expert en chimie des sols. Nous sommes descendus au sous-sol et puis là, il a mis ses cadrans par terre. Ce que Joseph Regragui dépose, c'est en fait un simple hygromètre pour lire le taux d'humidité. Et il a mis la sonde dans le trou ici, sur la terre, et il m'a dit qu'il n'y avait pas de pyrite. Il vous a vraiment dit ça? Il dit, c'est bon signe, il n'y a pas de pyrite. Ça veut absolument rien dire. Ghislain Houd s'y connaît en détection de la pyrite. Il est président de l'Association des consultants et laboratoires experts. L'ACLE regroupe toutes les compagnies qui analysent les échantillons de pyrite au Québec. Monsieur Houd désavoue le travail de Joseph Regragui. On ne peut pas juste déterminer avec un pourcentage d'humidité en surface pour savoir s'il y a un risque ou pas de gonflement ou pas de la pyrite dans la pierre. Et il peut tout simplement aussi avoir un pare-vapeur en dessous de la dalle qui fait que la dalle, elle n'a pas d'humidité du tout, puis il y a de la pyrite en dessous. Tout le temps qu'il parlait, il me disait « Ah, il n'y a pas d'humidité ici. » Nous sommes dans le sous-sol de Pauline Paquet, à Candiac. Là encore, c'est en se fiant uniquement au taux d'humidité que Joseph Regragui tire ses conclusions. Et il a lu la lecture de son petit bidule. Et il a comme frappé au plancher en regardant, en disant, bien, il n'y a aucune faille, il n'y a aucune étoile et les tests sont bons. Il faut connaître la composition de la pierre qui est contenue sous la dalle. Sinon, on ne peut pas donner de diagnostic. Ghislain Houd nous explique qu'un vrai test de pyrite comprend bien plus qu'une simple inspection visuelle. Il faut faire un carottage comme celui-ci et il faut qu'un laboratoire reconnu par la CLE analyse la pierre prélevée sous la dalle de béton. Sans ces 3 étapes, un test de pyrite ne vaut rien. C'est pour ça qu'on a fait un protocole justement pour s'assurer que les étapes soient suivies du début à la fin. Tout ce qu'il a fait, c'est tenter de détecter l'humidité, le degré d'humidité, mais aucun carottage, aucun trou dans votre béton. Aucun. Et Joseph Regragui la surprend en lui remettant un rapport écrit d'avance. Il m'a proposé de me donner un rapport dont la conclusion est qu'il n'y a pas de pyrite dans ma maison. 350 $ pour à peu près 1 heure de travail. Et selon vous, qu'est-ce que vaut ce rapport-là? Le papier sur lequel il est imprimé. Je pense que c'est encore moins professionnel que je pensais. De retour chez Louise Chagnon, Joseph Regragui change soudainement d'opinion en entrant dans la salle de lavage. J'ai enlevé mon tapis et en voyant la fissure qu'il y a ici, les petites fissures, là, il a déposé son cadran par terre. Il m'a dit « Oh, là, il y a de la pyrite et c'est grave. » Joseph Regragui propose de décontaminer pour 6 500 $. Ce qui m'inquiétait, c'est de penser que j'allais, évidemment, avoir tous ces travaux-là à faire. Et puis aussi la vente de ma maison, là, qui devenait comme très problématique. Mais ces fissures en forme d'étoile ne convainquent pas Ghislain Houd. Une étoile, ça peut être bien des choses. Oui, ça peut être de la pyrite, effectivement. Est-ce que c'est un soulèvement? Ça peut être un tassement. Ça peut être autre chose. Mais selon lui, c'était très grave. Là, tout à coup, là, ça devenait urgent de décontaminer. Et il m'a assuré que si je ne faisais pas ça, dans les plus brefs délais, que
ma maison perdait de la valeur jusqu'à 50 000 $. Joseph Regragui refuse de s'expliquer devant la caméra. Nous poursuivons nos recherches et en apprenons plus sur lui. Claude Chartrand est le syndic de l'Ordre des chimistes du Québec. Il signale que Joseph Regragui est radié de l'Ordre depuis 2012 pour avoir omis de payer sa cotisation. Vraisemblablement, il a cessé d'être membre pour échapper au contrôle de l'ordre parce qu'il savait qu'il était sous enquête à ce moment-là. Et les condamnations ne cessent de s'accumuler. Avoir omis de mettre des données ou avoir mis des données fausses dans des rapports, avoir apporté des conclusions qui ne tenaient pas la route, là, finalement. Nous tentons une dernière fois d'obtenir les explications de Joseph Regragui. Nous nous rendons à ses bureaux de Sherbrooke et c'est derrière cet immeuble que nous l'interceptons. Monsieur Regragui, Yvan Lamontagne de Radio-Canada. Pendant près de 30 minutes, Joseph Regragui veut nous convaincre qu'il n'a rien fait de mal. Il prétend d'abord que les clientes ne l'ont appelé que pour une inspection visuelle. Les dames voulaient quand même un test de pyrite. Non, les dames ne voulaient pas de test de pyrite. Ils n'ont pas dit le mot test. Je le répète, je vais le redire jusqu'à ce que vous soyez convaincus. La madame a de la pyrite. Ça, vous étiez convaincu de ça? Non, mais je ne suis pas convaincu. Vous n'aviez pas besoin de carottage ou d'échantillonnage? Dans ce cas-là, non. Je ne veux pas facturer la madame des tests de 250 $ de plus parce qu'on va trouver qu'il y a de la pyrite. Ici, de la pyrite. Je vous jure que ça, je l'ai fait de bonne foi. Je ne veux pas flouer les madames. L'Ordre des chimistes croit plutôt que Joseph Regragui est de mauvaise foi. Et le rapport qu'il a remis à Pauline Paquet le confirme. En faisant une recherche, on s'est rendu compte que ça vient du rapport d'une étudiante, là, un projet de fin d'études qui a été fait en 2000 par une étudiante à Polytechnique. Donc, il y a des grands pans du rapport qui sont carrément du copier-coller. Les dossiers qu'on a faits avec M. Regragui remettent en question son intégrité. J'ai aucune raison de croire qu'il a changé depuis ce temps-là. C'est après son départ que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct dans ça. Louise Chagnon a refusé le contrat de décontamination, mais elle a tout de même payé plus de 450 $ pour sa courte visite. Bien, j'ai eu un sentiment de colère. Je n'étais pas fière de m'être fait avoir comme ça, là. Quant à la vente de sa maison, le vrai test de pyrite peut attendre. La maison reste dans la famille. Cette maison que j'aime et que je trouve agréable, bien, je suis heureuse de penser que c'est ma fille et mes petites filles qui vont pouvoir en profiter maintenant. Quand Joseph Regragui propose de décontaminer les maisons sur lesquelles il a procédé à une expertise, il est nettement en conflit d'intérêts, selon le président de l'Association des consultants et laboratoires experts. De plus, il n'y a pas que l'Ordre des chimistes qui a Joseph Regragui dans le collimateur. Le bureau de l'Estrie du ministère de l'Environnement s'inquiète des rapports du soi-disant expert. Quant à Mme Chagnon, elle poursuit Joseph Regragui aux petites créances. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous achetez une télé pour 1 000 $, garantie 1 an par le fabricant. 6 mois plus tard, votre télé rend l'âme. Le fabricant accepte de vous la remplacer, mais refuse de vous redonner une garantie d'1 an. Alors, vrai ou faux, lorsqu'un produit défectueux est remplacé, le fabricant n'est pas obligé de vous redonner sa garantie d'1 an. La réponse après la pause. Vrai ou faux, lorsqu'un produit défectueux est remplacé, le fabricant n'est pas obligé de vous redonner sa garantie d'1 an. Vrai. Rien n'oblige le fabricant à vous redonner une garantie d'1 an pour un appareil de remplacement. Mais comme il reste 6 mois à la garantie qu'il vous avait donnée en vous vendant la première télé, il doit honorer cette garantie. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Le sud, les îles, la plage, le bruit de la mer. Tiens, d'ailleurs, là-bas, c'est l'heure de prendre l'apéro à l'extérieur où il fait 50 bons degrés, plus chaud qu'ici. Mais pour profiter de tout ça, vous devez faire vos devoirs. Regardez bien. Catherine veut visiter le Costa Rica.
Elle a du temps devant elle, elle ne sait pas quand elle rentrera au pays, elle achète donc un billet aller simple. Mais le jour du départ, au comptoir de la compagnie aérienne, on lui annonce qu'il y a un problème. L'agente est claire. Si elle veut monter dans l'avion, elle doit avoir un billet aller-retour en main. Mais d'où vient cette règle? Demande Catherine. Cette obligation ne vient pas de la compagnie aérienne, mais bien du pays où elle se rend. Depuis 2011, le Costa Rica oblige tous les non-résidents à avoir un billet aller-retour pour entrer au pays. Et il n'y a pas que le Costa Rica. Des pays comme Cuba et la Jamaïque ont la même pratique. Finalement, Catherine voulait tellement partir en voyage qu'elle s'est résolue à acheter un billet de retour à la sauvette. Le fin mot de l'histoire, partir sans plan, c'est bien. Connaître d'abord les exigences des pays que l'on visite, c'est mieux. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, à Windsor ou à Iqaluit, merci beaucoup d'avoir été là. Voici des extraits de ce que vous verrez la semaine prochaine. Est-ce que vous prévoyez partir en voyage? Ben oui, j'ai acheté des billets. 248 $ pour une assurance. Elle me regarde, elle dit non, vous partez pas. J'ai dit à ce prix-là, ça doit être bon, mot t'as dit. Il se croyait couvert si le pire devait se produire. C'est pas un rhume que Charles-Henri a. Il y a un effort que le consommateur doit faire. C'est une maladie mortelle. C'est de lire, au moins, les mises en garde. Je peux pas croire qu'on ait refusé pour ça.